Merci, M. le Président. Alors, petite rétrospective. À tous les 4 ans, le Canada, comme tout pays membre des Nations unies, subit un examen sur son comportement en matière de droits de l'homme, lors duquel il se soumet aux commentaires de ses pairs. Étrange d'ailleurs d'entendre mes collègues parler justement de transparence et de réputation internationale. Je poursuis. Le dernier examen, on les appelle des examens périodiques universels. Il a eu lieu en 2009. Il faut le lire pour constater les mêmes commentaires, revenir encore et encore de divers pays membres, les conditions de vie des Premières Nations, la situation des femmes et des filles autochtones, l'accès à l'éducation à l'eau potable. C'est épouvantable. Alors que les pays membres de l'ONU dénoncent cette situation très gênante sur la scène diplomatique internationale, la réponse du gouvernement canadien est d'exiger aux Premières Nations des reçus pour des per diem. On détecte un malaise de temps en temps de l'autre côté, peut-être même un remords, et franchement, je l'espère. Un remords envers des erreurs qui leur sont propres, leur propre incapacité à gérer les problèmes politiques, économiques et humanitaires des peuples autochtones. On aurait raison de constater un remords malaisant après le rapport de la vérificatrice générale en 2011, un rapport qui faisait suite à 16 autres rapports de vérification qui sont demeurés pour la grande plupart, c'est affreux, pour la plupart, sans conséquence et sans suivi, qui a rappelé que les conditions de vie de base des Premières Nations se détériorent constamment. Le rapport de la vérificatrice générale fait état d'une détérioration qui se poursuivra aux dépens des prochaines générations. Nous parlons de conditions de vie de base, l'accès à une alimentation saine, au logement, à l'eau potable ici. On est au Canada, dans un pays du G8. J'ai mon voyage. C'est une honte que nous ne pouvons plus garder pour nous-mêmes, et encore moins oublier. Aujourd'hui, cette situation invraisemblable a été diffusée dans le monde entier. Le drame d'Ottawa-Piscate, qui a fait le tour du monde, c'est aussi le drame, le fardeau, la honte de tous les Canadiens. Il y a de la place dans cette pièce pour 308 responsables, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des parlementaires et nous pourrions nous assurer que le Canada ne soit pas considéré aux yeux de la presse internationale, comme l'évoquait tout à l'heure mon collègue, comme un pays qui accepte une pauvreté strictement indécente. J'espère même qu'ils sont mal à l'aise, parce que c'est une question d'humanité et de responsabilité. Mais nous sommes tous responsables des innombrables erreurs des derniers siècles, des dernières décennies. Aujourd'hui, cependant, les membres du gouvernement, y compris ceux qui sont présents devant nous aujourd'hui, doivent reconnaître leurs responsabilités pour le fait que ces dernières années, les conditions de vie des Premières Nations n'ont pas eu le statut de priorité absolue qu'elles méritaient. Cette même négligence qu'a souligné Sheila Fraser, c'est cette négligence qui a conduit, entre autres, à Ottawa-Piscate. Accepter cette responsabilité, ce n'est pas de la rejeter sur les autres, surtout pas de la rejeter sur les Premières Nations elles-mêmes. Ne prenons pas les victimes pour les bourreaux. Je remercie mon collègue qui me rappelle que je dois vous annoncer, M. le Président, que je partage mon temps avec la députée de Joliette. Merci beaucoup. Tout à fait. Au lieu d'accepter les recommandations de l'ONU de la vérificatrice générale, au lieu de reconnaître que nous vivons un problème grave mais résoluble, les députés du gouvernement choisissent, en proposant et en adoptant le projet de loi C-27, de rejeter la faute sur les communautés autochtones sous prétexte d'exigences sur la transparence que, par ailleurs, leur propre ministre exprime de la difficulté à respecter, c'est le moins qu'on puisse dire. Au lieu de lire les innombrables rapports émis au Canada et à l'international sur la situation des Premières Nations, le gouvernement se saisit effectivement d'informations anciennement repêchées par un groupe de pression portant sur un salaire d'administrateur dans une communauté, et on en fait un projet de loi qu'il considère digne d'un programme de gouvernement. Un incident exagéré par des médias, en mal de scandale, et pourtant, ce n'est pas ce qui manque des scandales ici, c'est transformé en politique du gouvernement canadien. Ce serait une drôle de manière de gouverner si les conséquences n'étaient pas si tristes. Les exigences que propose ce projet de loi sont inutiles parce qu'elles existent déjà sous forme utile et suffisante, nuisibles parce qu'elles imposent un pesant fardeau sur les communautés, un fardeau que peu d'autres juridictions ont à supporter. Elles portent en bouche le goût amer du colonialisme, de l'esprit de la loi sur les Indiens. On note l'absence de consultation et de concertation valables avec les Premières Nations. Pourquoi? Sans doute parce qu'on fait ça pour leur bien, comme le veut la tradition. On lit ce projet de loi et on constate le paternalisme dans tous ses détails. Le pouvoir qu'on donne aux ministres de retenir les fonds destinés aux communautés, des fonds nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des résidents. Ou encore le droit de toute personne issue de la communauté ou non de s'adresser à la Cour supérieure pour demander qu'on divulgue les états financiers d'une communauté.
Ou encore l'obligation de publier les états financiers en ligne, alors que la moitié seulement des foyers autochtones sont branchés sur Internet. Pour les familles dont le revenu est sous le seuil de la pauvreté et dont la majorité vit en réserve, on ne trouve que 36 des foyers qui ont accès à Internet. On se demande bien à qui est destinée une telle mesure. Est-ce vraiment pour assurer que les Premières Nations soient plus transparentes et imputables à leurs ressortissants? Ou ne serait-ce pas plutôt pour faciliter le travail d'un recherchiste de Sun News qu'on a affecté de nouveau à la chasse au scandale dans les communautés autochtones? Ce projet de loi est une façon de détourner l'attention, encore une fois. On cherche des chefs de bande corrompus, la caricature ultime pour cacher les erreurs de ce gouvernement et de ses prédécesseurs. Le plus étonnant dans toute cette initiative, c'est de constater que les pouvoirs de vérification existent déjà, sans le besoin d'une nouvelle loi. Les Premières Nations sont déjà assujetties à de multiples obligations de divulgation financière prévues par la loi sur les Indiens, quel beau titre, comme par une brochette de lois et de règlements reliés. Le gouverneur en conseil a déjà le pouvoir de permettre aux Premières Nations la possibilité de gérer ses revenus et peut émettre des règlements pour rendre cette permission effective. Le règlement sur les revenus des bandes d'Indiens existe déjà la vérification annuelle des états financiers et l'affichage du rapport du vérificateur dans un endroit bien en vue. Encore, les accords de financement que le ministère signe avec chacune des Premières Nations comprend déjà des exigences de toutes sortes, montant des rémunérations d'élus et de non-élus, leurs honoraires et frais de déplacement, le tout examiné par un vérificateur indépendant. La plupart des accords de financement existants sont conditionnels à la livraison de ces données vérifiées avec intervention du ministère au besoin. Par ailleurs, le ministère cherche ces jours-ci à mettre l'accent sur, attention, la prévention et la viabilité durable, plutôt que l'intervention dans les affaires des Premières Nations. La vérificatrice générale a déjà fait savoir dans son rapport de 2011, qui en réalité fait le point sur les 16 rapports précédents, que le fardeau imposé aux communautés en matière de déclaration était déjà trop lourd au cours des dernières années. En 2002, déjà, la vérificatrice générale recommandait formellement au gouvernement fédéral de, attention, ça va être difficile, consulter les Premières Nations lorsqu'il examine les exigences des rapports demandés pour établir réellement des besoins en information. A-t-on vraiment besoin de ces données? À l'époque, le gouvernement fédéral exigeait quelques 200 rapports annuels des communautés autochtones. Dont un grand nombre étaient mis au recyclage, excusez-moi, je reprends, dont un grand nombre était mis au recyclage avant même d'être utilisé. En 2010, le fédéral exigeait toujours des dizaines de milliers de rapports annuellement et le nombre va en croissant. À cette énorme opération de production et de recueil de données, le gouvernement propose aujourd'hui d'en rajouter, contrairement à toutes les recommandations depuis 10 ans. Ce zèle, cette verve vérificatrice qu'on devrait peut-être songer à adopter au bureau de circonscription du président du Conseil du Trésor, la prochaine fois qu'il organise un sommet international, genre, ne s'arrête pas aux activités et aux prestations d'une Première Nation. Elle s'étend aux entités réputées être sous son contrôle. On parle ici de partenariats, d'entreprises, d'associations, de projets, souvent des organismes qui ne reçoivent pas de fonds du fédéral et que nous n'avons aucune affaire à vérifier ou à réglementer. Cette obligation créera des problèmes sérieux de compétitivité pour ces entités qui, sans être des organismes publics, seraient soumis à des vérifications rendues publiques. On a donc l'intention, dès qu'une entreprise est liée administrativement à une Première Nation, tout en ne recevant pas un copec de fonds fédéraux via le financement de la Première Nation, de l'obliger à livrer le détail de ses finances sur Internet au bon plaisir de la concurrence, qui n'en demandera pas moins. En créant un tel désavantage pour les entreprises des Premières Nations, assurément, on installe un climat impossible pour la création d'initiatives et d'emplois pour le développement économique dans les communautés autochtones. Toute partisanerie à part, permettez-moi d'inviter mes collègues d'en face, pour qui l'économie et la création d'emplois est devenue le mantra, à reconsidérer cette mesure qui ignore la forme que peuvent prendre les différentes initiatives dans les Premières Nations. Je leur soulignais respectueusement qu'on menace des emplois en zone économique défavorisée avec ce genre de mesures. Mais je leur dirais surtout qu'en tant que député de Longueuil-Pierre-Boucher, je ne me prétends pas spécialiste des questions autochtones. Mais comme la plupart de mes concitoyens, j'écoute les médias, je lis les journaux et je constate des inégalités dont la plupart des Canadiens, certainement, pour lesquelles la plupart des Canadiens ressentent un malaise très profond. La situation, notre relation avec les Premières Nations est malade et elle a besoin de soins. Et actuellement, on dirait que le gouvernement cherche à nous faire remplir un formulaire pour être bien sûr qu'on a la carte d'assurance maladie quand le patient est à l'urgence. Merci. Questions et commentaires? L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de poser une question à mon collègue sur cette question qui, moi non plus, je n'ai pas nécessairement beaucoup de communautés autochtones dans ma circonscription, une circonscription urbaine à Sherbrooke.
mais j'ai la perspective d'un citoyen canadien qui regarde les conservateurs agir face aux communautés autochtones. Et j'ai l'impression que en ayant un discours comme ça, il alimente les préjugés qu'on a face aux communautés autochtones, alors qu'on sait que la grande majorité gèrent leurs deniers de façon très, très responsable. Et puis donc, est-ce que les conservateurs, selon lui, alimentent ces préjugés-là qu'on peut avoir en face aux communautés autochtones qui sont alimentées donc par les conservateurs? L'honorable député de Longueuil-Pierre Boucher. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Très pertinente. Moi, personnellement, c'est effectivement ce qui me touche le plus. Je pense qu'on a, en tant que nation au Canada, on a un rapport majeur, fondateur avec les Premières Nations, et qu'au quotidien, on repousse cette question-là trop souvent, et qu'on a besoin d'assainir au maximum nos relations avec ces gens qui nous ont tant apporté. Je me rappellerai d'ailleurs des paroles de la chanson de Chloé Sainte-Marie où il citait tous ces noms émanant des langues autochtones qu'on prononce chaque jour dans notre culture. Chaque jour, que ce soit d'est en ouest au pays, on a intérêt, on a le devoir d'améliorer nos relations et je ne crois pas que ce genre de projet de loi qui débarque en pompier contribue à l'assainissement de nos relations. Question et commentaire, l'honorable député de Compton-Stanstead. Merci, M. le Président. Moi, je félicite mon collègue de Longueuil, je ne sais pas dire Pierre Nantel, Pierre Boucher, pour son excellent discours. Moi, je suis toujours étonné, épaté, surtout par le clivage qui sépare notre vision, notre point de vue et celle du gouvernement en ce qui concerne nos relations avec les Autochtones. C'est un clivage, mais d'une dimension digne du Grand Canyon du Colorado. C'est incroyable. Puis j'entendais des collègues d'en face dénigrer des fiers défenseurs des droits des Autochtones de notre côté qui se battent à tous les jours à côté des chefs et des Premières Nations. J'aimerais que mon collègue définisse un peu pourquoi il y a un clivage aussi important entre notre point de vue et celle du gouvernement conservateur en ce qui concerne justement ce projet de loi, mais d'un paternalisme hallucinant qui va faire que reculer les relations, vraiment qui va envenimer les relations entre le gouvernement canadien, le peuple canadien et le peuple autochtone. L'honorable député de Longueuil-Pierre Boucher. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de Compton pour sa bonne question. Effectivement, on est effectivement devant un autre monde. On dirait qu'on a une autre vision du monde. Et si, pour moi, il n'y a que très peu d'avantages à débarquer comme ça avec une réglementation sur une transparence financière pour les Premières Nations, je constate que la priorité qui est donnée de l'autre côté est une priorité à cette notion qui semble beaucoup les fasciner de l'autorité. On a ressenti ça aussi relativement à différents enjeux d'ordre judiciaire ou de former, de réformer en fait un criminel. Ce n'est pas un programme qui les intéressait beaucoup. Il fallait bâtir plus de prisons. Ici, il y a comme une notion de la ligne dure, c'est ça qui va marcher. Et alors qu'il y a tellement d'injustice, parce que je pensais à ça, là-bas, je pense que c'est vrai qu'un verre de jus d'orange, en tout cas une bouteille, ça coûte 16 $. Question et commentaire, l'honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai apprécié avec grand plaisir la fougue et la passion de mon collègue de Longueuil-Pierre Boucher. Et j'aimerais qu'il précise particulièrement le double paradoxe qu'il y a dans le gouvernement conservateur qui, à la fois, on l'a vu dans les différents projets de loi, nous sert toujours cette préoccupation de réduire la paperasse, réduire les frais inutiles, le travail artificiel qui est purement administratif. Et le double paradoxe, parce qu'il y a aussi le paradoxe de vouloir améliorer la compétitivité des entreprises. Alors, comment à son avis, ce projet de loi va à l'encontre d'améliorer la compétitivité des entreprises qui sont liées à des Premières Nations, justement en les obligeant à dévoiler des informations qui sont stratégiques d'un point de vue commercial? Bravo. L'honorable député de Longueuil-Pierre Boucher. Je remercie mon collègue le député de Saint-Jean pour sa question très pertinente. Effectivement, c'est très paradoxal parce que autant tout le monde ici s'entend pour féliciter le succès d'une entreprise commerciale, pour féliciter l'initiative qui va mener à la création d'emplois et de richesses. On ne peut que s'inquiéter des incidences que ça va avoir sur les différentes idées naissantes dont une communauté peut accoucher. Je me souviens entre autres d'un vignoble en Colombie-Britannique
dont les affaires vont très bien et j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'incidence sur le succès de ce genre d'entreprise. Reprise de débat.